Ça me fait très plaisir d'être ici. Je suis un fier gradué de l'UQAM, de l'ESG, de l'École des sciences de la gestion, un porte-étendard que j'ai apporté partout avec moi au travers du pays, ainsi que bien sûr en Chine où j'ai résidé environ 9 ans. Et une petite parenthèse ici, c'est avec beaucoup d'humilité aujourd'hui que mes professeurs sont assis dans la salle ici. Je trouve ça absolument extraordinaire. Puis, entre autres, écoutez, le Dr Langlois, M. Desmarteau, Prosper Bernard, et les derniers qui m'ont visité en Chine, en fait, c'était Prosper Bernard et M. Robert Desmarteau. Alors, c'était assez exceptionnel, où j'ai eu beaucoup de plaisir à les accueillir et ainsi qu'à rencontrer le groupe des étudiants internationaux. Et petite parenthèse, pour moi, la maîtrise, ça a vraiment transformé ma vie professionnelle, puisque la première fois que je suis allé en Chine, c'est en 2009, dans le cadre du cours du docteur Bernard. Et puis, je suis allé là-bas, puis ça m'a absolument subjugué tout ce que j'ai vu. Et j'ai appris à connaître les Chinois rapidement, puisque je suis retourné en 2012 là-bas pour ouvrir un hôtel à Nanjing. Nanjing, qui est une petite ville de 9 millions aujourd'hui, qui est la capitale, bien sûr, de la province du Jiangsu, une des provinces les plus riches en Chine en termes de GDP par habitant, si vous voulez, qui est située dans le triangle du Yangtze, tout près de Yangtze River, à 280 km de Shanghai, pardon. Alors voilà, est-ce qu'on a des gens qui parlent en mandarin ici? Il y a Prosper et moi. OK, c'est beau. On va utiliser le français aujourd'hui. On peut venir. Alors, je vais céder la parole rapidement donc, à notre doyen, M. Komlon Sedzro, qui va vous souhaiter la bienvenue et la bienvenue à Martin aussi. Alors, merci. Tout d'abord, M. Leclerc, c'est un plaisir de vous accueillir à l'École des sciences de la gestion, votre alma mater. J'ai l'habitude de dire que vous avez toujours fait les bons choix dans votre vie, y compris dans le domaine des études, puisque vous avez choisi le SG UQAM. Donc, c'est un plaisir d'avoir des diplômés comme vous. Maintenant, au cas où, je me plais à dire qu'on a contribué au développement ou à la formation, à rehausser le niveau de la population québécoise en gestion plus que n'importe quelle autre institution québécoise, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec. Et c'est une fierté. Donc, voir des diplômés comme vous qui brillent partout dans le monde, en Chine et bien sûr ici et partout ailleurs, c'est un plaisir pour le doyen que je suis et aussi une récompense pour vos professeurs. Donc, à toute fin pratique, je vous remercie. Et je remercie aussi le directeur du programme, mon ami Kamal, qui a su développer les contacts et tout le personnel pour quand même qu'on puisse ou que donner l'opportunité à nos brillants étudiants de venir redonner à leur alma mater. Je vous remercie beaucoup et puis on va continuer à garder les liens puisqu'on a des cours aussi dans le domaine du tourisme et tout. Et j'ai un conseil stratégique aussi, je vais vous solliciter. Merci beaucoup et merci d'être là aussi nombreux cet après-midi. Je remercie tous ceux qui sont là. Merci infiniment et bon après-midi. Juste pour dire que c'est un vendredi achalandé aujourd'hui, alors je fais beaucoup de cours. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Monsieur Komlon, merci beaucoup. Donc, le doyen de l'ESG. Alors, le format aujourd'hui est un format un peu informel, donc il ne va pas y avoir une présentation ni rien, on va avoir une discussion donc, avec Martin alors, sur l'industrie du tourisme. Alors, l'industrie du tourisme, vous savez, elle a été parmi celles qui a été les plus touchées donc, par la pandémie, mais elle est touchée aussi par d'autres facteurs, je dirais, un peu plus contextuels, que ce soit la technologie, que ce soit la pénurie de main-d'œuvre, comme plusieurs secteurs d'ailleurs, ce n'est pas juste ce secteur, mais ce secteur est touché plus particulièrement. Et il y a tout, évidemment les problèmes qui sont depuis toujours là, la saisonnalité, etc. Mais à ça se rajoutent donc les enjeux aussi de changement climatique et toutes les questions de technologie, des nouvelles technologies, des nouveaux modèles d'affaires, nouveaux types de concurrence. Donc on va discuter de tout ça avec Martin. Donc voilà. Alors
Donc, voilà. Alors, peut-être une première question, Martin. En fait, comment se porte l'industrie hôtelière aujourd'hui au Canada? Au point de vue canadien, écoute, nous sommes très, très optimistes présentement par rapport aux indicateurs qu'on voit. Alors, ces indicateurs, bien sûr, demeurent les portes d'entrée. Donc, évidemment, l'achalandage au niveau des aéroports. Si on regarde présentement, il nous manque quelques vols critiques au niveau international sur Montréal ici, mais pas en canadien. Donc, nous sommes ouverts au monde. Et puis, les achalandages sont présentement très, très forts. Il y a beaucoup de pression sur les arrivées et les points d'entrée. Alors, c'est fort positif à ce niveau-là. Au niveau des congrès, l'année 2023 s'annonce très forte ici sur Montréal. Il y a toujours des impondérables sociopolitiques, économiques, les cycles, etc. En fait, on s'attend à avoir une saison bien forte. Et comme vous l'avez mentionné, nous ici au Canada, évidemment, dans notre industrie, on est vraiment assujetti à la saisonnalité. Donc, c'est le 7-5, 7 mois, 5 mois, si vous voulez, dans notre cycle d'affaires. Et si je veux continuer un petit peu plus par rapport à ça, dépendamment du style d'hôtel, de la localisation, on a les weekdays, weekends, où est-ce qu'on doit optimiser notre business. Donc, très positif par rapport à ça. Un bémol à partager avec vous. Pendant la pandémie, et je l'ai bien réalisé il y a un an lorsque je suis revenu au Québec, pendant la pandémie, la frontière au sud était fermée. Alors, tout ce qui était congrès international, un congrès, ça ne se prépare pas en 6 semaines. C'est fréquemment du 48, 36, 24 mois d'avance, 60 mois d'avance, dépendamment du nombre de délégués qu'on accueille. La frontière était fermée au sud. La business a continué d'évoluer aux États-Unis. Et Atlanta a booké des congrès, Miami a booké des congrès, en Californie, etc. Beaucoup dans le sud des États-Unis également. Donc, les villes à congrès, ce qui fait que pour 2023, ça va. Mais 2024, 2025, on va devoir démontrer une grande agilité au niveau du tourisme international de congrès pour être capable d'aller chercher des gens. Et puis, on espère bien qu'au niveau de l'éducation, que mes professeurs vont nous envoyer de la business à Montréal. On espère. Alors, peut-être un peu, si on revient en arrière un peu pour le retour des activités après la pandémie, est-ce qu'il y a des leçons, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui ont fait qu'on pourrait s'inspirer de cela lorsque les gens sont revenus? Est-ce que c'était rapide? Il y avait un retour, je dirais, un peu massif, ou est-ce que ça s'est fait graduellement? Comment ça s'est passé? Donc, c'est l'année 2022 dont on parle effectivement ici. Et puis, la pandémie, et encore une fois, moi, je l'ai vécu ailleurs, la pandémie. Je l'ai vécu en Chine. Et puis, je pourrais répondre à vos questions à ce sujet-là, si vous voulez. Mais j'ai réalisé en revenant ici que l'impact que la pandémie a eu sur les gens, les entrepreneurs, les compagnies et tout, était peut-être plus fort que ce que j'avais compris. Et puis, et je mentionne ça parce que, évidemment, le premier trimestre de 2022, c'était la paralysie. Il y avait rien qui se passait. Soudainement, les restrictions ont été soulevées, etc. Et puis, ça a été comme si les gens sautaient sur le tapis roulant, mais à haute vitesse. Et puis, donc, ça a décollé très fort en avril. Et puis, ensuite, ça n'a pas arrêté en 2022. Évidemment, c'était le retour du Grand Prix de la Formule 1 ici, qui est l'événement en passant le plus important dans mon industrie ici à Montréal, en termes de génération de revenus et de retombées. Et puis ensuite de ça, donc, les gens étaient hors d'haleine. Les gens étaient dans une espèce de mentalité... pauvre nous. Alors, c'est important d'être capable d'apporter un leadership pour que les gens graduent de ceci et passent à autre chose et puis qu'on arrive à remettre les programmes importants en place, etc. Donc, je pense que l'impact a été quand même assez fort. Maintenant, au niveau de la performance de 2022, si on regarde les indicateurs, le recovery rate, si vous voulez, le pourcentage de performance par rapport à l'année index, qui est en ce cas-ci l'année 2019, je ne vous apprends rien. 2020, 2021, on n'a pas fait de sous. Donc, l'an dernier, on a clos l'année, si vous voulez, à 98 % de taux de performance versus 2019.
Alors, et ça, c'est normalisé, évidemment, sur 8 mois, parce que je vous ai parlé du mois d'avril. On oublie le premier trimestre. Donc, très fort. Et présentement, en entrant en 2023, on aperçoit la même chose. Alors, voilà. Donc, la plus grande caractéristique, c'était vraiment cet essoufflement des effectifs. On est fatigué, M. Leclerc. Je dis, OK, va te reposer, puis après ça, on recommence. Tu sais? Alors, c'est important d'être capable d'avancer dans cette direction. Justement, alors après ça, il y a eu tout le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre qui touche un peu tous les secteurs en général, mais le vôtre en particulier. Alors, qu'en est-il par rapport à cela? C'est très difficile, je ne vais pas vous le cacher. Quand on parle des entry-level, des points de départ pour bien des gens dans leur carrière, d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé mes études en travaillant dans les restaurants. J'étais DJ en passant. C'est un job super. Je vous le recommande fortement. En passant, il y a des choses qui ne changent pas. Hein. Les étudiants, la salle se remplit toujours par en arrière, au lieu que je puisse voir vos beaux visages ici. Enfin, moi aussi, j'étais en arrière. Mais donc, oui, ça a été difficile, évidemment. Les gens ont trouvé des alternatives. Bon, il y a eu des mises à pied massives, comme vous le savez tous. Les restaurants fermés, on cancelle Noël, on annule tout. Hein? Alors, évidemment, il n'y avait rien de simple là-dedans. Et puis, ça a été vraiment... il y a eu un enchaînement également de demandes salariales à la hausse, ce qui fait que... tout devient plus compliqué. Donc, c'est très, très important de vraiment préconiser une stratégie d'employé qui doit vraiment devancer la stratégie client dans les hôtels. Et ça, c'est quelque chose que fondamentalement, au point de vue de la culture de l'entreprise, qu'on sait depuis longtemps, mais les gens qui ont effectivement mis ça en pratique, ils sont pas si nombreux. Alors, vous voyez, et puis ceux qu'on voit qui s'en tirent le mieux présentement, c'est ceux qui ont cette stratégie employée, justement. Alors, pour vous donner un exemple, chez moi, on vous donne un stationnement au centre-ville. C'est précieux, ça, à Montréal. Ou si vous n'utilisez pas ceci, pas de problème, on vous donne une passe mensuelle de transport en commun. Alors, on fait des gestes comme ça qui ne sont peut-être pas faits par tous les employeurs, afin de justement pouvoir pallier à quelque chose qui n'est pas nécessairement un montant associé au salaire, mais un bénéfice qui est un vrai bénéfice que les gens apprécient beaucoup. Puis, si vous voulez, il faut aussi comprendre que un autre phénomène qu'on voit présentement, c'est que si moi, je vais vous voir et je vous dis, est-ce que vous voulez 1 000 $ ou 1 000 minutes? Je pense que les gens prennent le temps maintenant. Alors, et ça, c'est un facteur très, très important, non monnayable. Donc, et où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est, bon, la créativité autour du télétravail. Évidemment, mon chef exécutif, il ne peut pas faire de télétravail, on se comprend bien, mais il y a d'autres domaines au niveau de l'administration, de plusieurs départements où c'est possible. Donc, vous voyez, alors, avoir une certaine agilité par rapport à ça, ça a été vraiment très important, puisque, oui, ça a été dur, ça continue d'être difficile, particulièrement pour les secteurs de la finance. Donc, tout ce qui est directeur des finances, financial controller, comme on dit en anglais, etc., les salaires sont vraiment à la hausse présentement. Et puis, dans le domaine culinaire également, alors là, il y a une demande pour le talent et puis les chefs peuvent vraiment aller toucher des bons salaires. Justement, c'était ça ma question. La suivante, c'était par rapport au talent. Donc, quelles sont vos stratégies pour attirer le talent? À part la main-d'œuvre, je dirais, courante, là, donc celle qui est vraiment, je dirais, qui est essentielle, puis qui est importante pour vous et qui vous aide à vous différencier là, par rapport à vos stratégies, à ce que vous faites. Donc, est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce que le taux de rétention est quand même, je dirais, se compare bien avec la moyenne? Comment ça se passe? Alors, écoutez, ça se passe bien. Et puis, une autre observation stratégique et très intéressante que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que dans le secteur des services, souvent, on a cette perception que il y a un certain handicap qui peut être causé par des conventions collectives fort rigides, des conventions collectives qui sont très, très riches, etc., etc. Mais ce qui est intéressant présentement avec ces mouvements migratoires qu'on a aperçus, c'est que les gens, justement, qui font partie des syndicats et tout, ils ont plus tendance à rester.
Alors, vous voyez, moi, j'accueille donc avec plaisir ces relations de travail que j'ai avec mes employés syndiqués d'Unifor, dans mon cas, à l'hôtel. Et puis, donc, c'est intéressant parce que moi, je le promouvois comme une force, vous voyez. Alors, parfois, quand je parle à certains collègues dans l'industrie, ils me regardent comme si j'avais deux têtes, mais effectivement, les gens qui ont ces conditions-là, non, ils demeurent, ils restent. Donc, il y a vraiment un levier par rapport à ça. Et puis, bon, pour le reste, écoutez, ce sont vraiment des stratégies, comme j'ai mentionné tout à l'heure, employées, des stratégies au niveau des ressources humaines, une flexibilité, le support. Évidemment, moi, un des leviers que j'active toujours, c'est un support aux études. Alors, si j'ai, bon, il faut que ça soit dans des domaines connexes. On s'entend, si j'ai un employé qui veut aller étudier en zoologie dans mon hôtel, bien, c'est son choix à lui. Mais donc, en ce qui a trait à ces intangibles, vous voyez, ça fait vraiment partie de la culture. Où est-ce qu'on est capable d'aller sécuriser les gens en communiquant honnêtement, de façon transparente avec eux également. Fort important, fort important. La stratégie RH, présentement, va continuer pour les 10 prochaines années dans l'industrie hôtelière à vraiment livrer les résultats. Donc, the soft pushes the hard. Et puis vraiment, dans ce cas-ci, c'est ce qu'on observe et ce qu'on va continuer d'observer. Ben, vous avez mentionné la culture. Je crois que notre collègue Robert Desmarteaux serait très content, professeur Desmarteaux, qui enseigne la stratégie, évidemment, et ça, c'est au cœur de ce qu'on enseigne à l'ESG UQAM. Donc, l'importance de la culture, vous l'avez souligné, et aussi la structure. Donc, est-ce que vous avez des formations qui vont dans le sens de renforcer la culture un peu plus Oui, évidemment. Écoutez, je partage avec vous un exercice que j'ai fait récemment. J'ai demandé justement à des étudiants de Minza University à Pékin. Je leur ai demandé de faire une analyse de certaines chaînes de luxe. Alors, vous voyez donc Shangri-La, Ritz-Carlton, Edition, St. Regis, Intercontinental, etc. Donc, on a pris plusieurs chaînes hôtelières comme ça. Je leur ai demandé de me faire une analyse de la vision, de la mission et des valeurs fondamentales de l'entreprise. C'est tout pareil. Teamwork, honnêteté, transparence. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que les programmes mis en place, ce sont des idéaux. Et évidemment, la courtoisie au niveau du service, les bonnes manières, ce sont des choses très importantes. Mais vous savez, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va instiguer comme un programme. Ce programme, parce que le programme va durer 6 semaines, le programme va durer 4 semaines. Et c'est la constance qu'il faut arriver à faire donc chez nos employés au niveau de la culture stratégique. La stratégie est à long terme, le programme, il monte, il tombe. Alors, donc, ce sont des actions. Comment est-ce qu'on arrive à diriger nos leaders? Parce que, donc, évidemment, il y a toujours cette couche oubliée, comme je les appelle, et ce sont les superviseurs la plupart du temps. Et ce sont eux qui négocient avec les employés, ce sont eux qui font les horaires. C'est eux qui parlent aux clients en cas de problématique. Mais, non, on parle aux gens qui sont d'ici parce qu'on a une convention collective, on parle au comité exécutif, mais il est là le moteur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et ça ne sera pas en leur disant, allez sur l'Internet, là, puis cliquez ici, là, parce que là, on a une belle formation en ligne pour vous. Là. On déconne. Hein? Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Là. Il faut passer du temps avec les gens. Et encore une fois, cet investissement de temps se transforme en rétention d'employés. Ça, je vous le garantis. Excellent. Donc voilà, alors ça nous prouve que la culture est une ressource stratégique, donc d'un côté, puis c'est pas juste une rhétorique, ça devrait se traduire dans des actions et surtout dans le comportement. Et je crois que vous le faites bien, donc vous sortez un peu du cadre à ne pas reprendre des valeurs génériques ou ce qu'on appelle, ou ce que mon collègue toujours Desmarteaux, professeur Desmarteaux appelle porte-valise, hein, des valeurs porte-valise que tout le monde va avoir avec lui. Donc on est content donc en fait d'apprendre cela et on vous félicite pour cela.
Maintenant, je vais revenir peut-être sur un peu les clients. On a parlé un peu des employés, on a parlé un peu de l'effet de la pandémie, etc. Maintenant, les clients, bon, il y a évidemment, la pandémie est peut-être un peu derrière maintenant, mais l'inflation est encore là, et elle est devant nous. Et il y a aussi toute la question du changement de la génération, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait ça pour une gestion d'un hôtel comme le vôtre? Donc, à la fois, est-ce que les clients vont changer de comportement, c'est-à-dire dans leur pattern, si je peux me permettre l'expression, de consommation, ils vont réduire quelques aspects par rapport à leur consommation antérieure, historique? Est-ce que vous avez des projections par rapport à ça? Vous vous attendez à quoi finalement avec ce qui se passe et donc l'inflation et le comportement que les clients vont avoir donc par rapport à l'hôtellerie ou par rapport à des séjours en hôtel? La réponse est non. Alors, écoute, bon, évidemment, présentement, on est dans une espèce de TV reality show, là, on est dans le Game of Thrones. C'est intéressant de voir ce qui se passe sur le plan global et puis les conséquences que ça amène. Évidemment, l'horrible situation qui se produit en Europe présentement a des conséquences, mais vous voyez, si on parle des grands leviers, parce qu'avant de pouvoir parler de répondre à votre question d'une façon bien précise, il faut comprendre les leviers. Et les leviers, c'est quoi présentement? Bon, mais on a un problème, on a une guerre, on a un problème géopolitique et social présentement qui se passe en Europe, qui est très, très important. Et puis ça, bon, ça a causé une certaine rareté qui se transforme en pénurie, qui devient donc, qui a donc un impact très important sur l'inflation. Et qu'est-ce qu'on fait? On règle un problème géopolitique et social présentement avec des leviers bancaires. Je ne suis pas convaincu que ça fonctionne. OK? Donc, en augmentant les taux d'intérêt comme on fait présentement, donc ça va évidemment réduire un peu le pouvoir d'achat de bien des gens. Ça fait mal au portefeuille. Les hypothèques, on grince un peu plus des dents quand elles passent et tout. Mais est-ce que c'est ça la solution? L'inflation, présentement, je trouve, a été exploitée de manière indue et honteuse par bien des gens. Mais enfin, on ne fera pas le procès de tout ça ici aujourd'hui. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que derrière tous ces leviers importants qu'on voit, il demeure quand même des phénomènes importants. Et premièrement, c'est que les gens donc ont vraiment besoin de ces contacts humains. Les gens ont besoin d'avoir ces expériences présentement. Donc, quand je dis la réponse est non, au niveau de l'engouement des consommateurs présentement, on voit une classification, on voit des choix qui s'effectuent vers le luxe. On observe présentement, M. Langlois pourrait vous en testifier également, on observe présentement que c'est là que ça se produit. Les gens veulent se gâter. Les gens, ils veulent continuer d'aller fréquenter les bannières de luxe. Tous les grands groupes, je vais faire une parenthèse. Est-ce que je peux avoir ici le nom de grandes chaînes hôtelières, s'il vous plaît? La première? Ça, c'est une bannière. Chaîne hôtelière. Pardon? Hilton, première grande compagnie. Ensuite, le Ritz fait partie de Marriott. Marriott, deuxième grande compagnie. Donnez-moi. Accor, troisième grande compagnie. Il vous en manque une. Alors, c'est le groupe IHG, Intercontinental Hotel Group, qui a aussi la bannière intercontinentale, avec 6200 hôtels dans le monde en passant. OK? Donc, mais qu'est-ce qu'on observe présentement? C'est que dans les grands groupes hôteliers, il y a eu des remaniements et une réorientation pour avoir un focus accru sur ce qu'on appelle luxury and super luxury. Donc, il y a vraiment une structure qui est en train de s'établir et toutes les chaînes l'ont fait pour vraiment privilégier le développement et l'acquisition de plus d'hôtels, ce qu'on appelle la masse critique, parce que, bon, le modèle d'opération d'une chaîne hôtelière, c'est pas compliqué, là. La chaîne hôtelière n'est pas propriétaire de l'immobilier. La chaîne hôtelière va aller vous voir, monsieur, vous êtes le propriétaire de l'hôtel, je vais la manager pour vous, signez le contrat, voici mes redevances, merci beaucoup. Donc, par définition, si on veut faire plus d'argent, on doit avoir plus d'hôtels. Vous me suivez? Les anciens modèles de owner-operator
Ça, c'est une rareté maintenant. À part le groupe Shangri-La où j'ai travaillé, eux, ils sont propriétaires de tous leurs hôtels. Mais donc, la consommation présentement est en train de vraiment se déplacer sur les produits de luxe. Pas à n'importe quel prix. Parce que ce qu'on recherche derrière le produit de luxe, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas seulement le coton égyptien ou la jolie odeur dans le lobby, c'est aussi l'expérience. Et l'expérience de luxe est en montée présentement. D'accord. Merci pour ces précisions. Alors, pour maintenant, évidemment, tous ces changements-là par rapport, c'est-à-dire la situation actuelle, vous exige de faire des investissements, en tout cas de faire des choix par rapport à vos investissements. Donc, je sais que vous êtes en rénovation actuellement. Donc, ma question est plus par rapport, c'est pas forcément l'aspect économique, mais plus l'aspect générationnel. C'est-à-dire que là, actuellement, on a une coévolution de plusieurs générations, hein, X, Y, Z, un clic, on peut continuer. Moi, je suis donc, voilà, je m'en doutais. Donc, alors, la question, c'est comment un hôtel comme le vôtre, en fait, va... Parce que ces clientèles-là sont, par nature, je dirais, des segments qui ont des comportements très différents, des attentes très différentes. Comment vous arrivez à... En fait, quel est le plan de match, là, pour un peu faire en sorte que tout ce monde-là se retrouve dans votre hôtel, puis se sent comme qu'il a ce qu'il faut, là, puis ce qu'il cherche, finalement? Bon, écoutez, notre industrie est vraiment transgénérationnelle et multiculturelle. Je vous invite à venir à mon hôtel. On se croirait parfois aux Nations Unies, quoi, hein, parce qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout, de tous les âges, et qui exécutent toutes sortes de rôles différents, tous aussi importants les uns que les autres. Je crois fondamentalement que les relations que nous avons avec les jeunes, les moins jeunes, etc., doivent être bien comprises en termes des besoins que ces gens-là ont. J'ai parlé, il y a un moment, des syndicats. Moi, j'ai des employés, ça fait 30 ans qu'ils travaillent à l'hôtel, 18 ans, 28 ans, 25 ans qu'ils travaillent à l'hôtel. Ces gens-là, eux, ils sont contents de l'environnement, tout va bien, etc. Ça fait partie de la vie. Ils disent que c'est la famille, vous voyez? Et puis là, j'ai le petit nouveau qui vient d'arriver, un clic, hein, qui vient d'arriver, lui. Puis lui, il veut travailler à plein temps, mais lui, sa définition de plein temps, c'est 16 heures par semaine. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est la réalité. C'est la réalité, vous voyez? Alors, OK, c'est bon, c'est 16 heures par semaine. Et puis là, bon, donc, on a nos discussions et on avance dans la direction X, Y et Z. Évidemment, dans certains de ces emplois, ce sont des emplois donc d'entrée, si vous voulez. Et puis, bon, la convention collective étant ce qu'elle était, bien, c'est avec les années qu'on monte le totem pole, là, et puis qu'on arrive à choisir son horaire, ses jours de congé, etc., etc. Donc, présentement, si vous voyez, c'est un certain levier parce que moi, quand je recherche du temps partiel et tout, bien, j'en ai peut-être un 16 heures à combler ici, moi. Puis toi, ça fait ton affaire parce que là, tu travailles à l'Intercontinental, puis tu travailles à temps plein. Hein? Alors, tu peux garder ta définition. Voilà. Alors, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Mais fondamentalement, et je vous cite cet exemple qui est un vrai exemple, mais fondamentalement, encore une fois, je pense que la transparence, garder l'humain au cœur de nos pratiques est primordiale afin d'être capable de justement évoluer à l'ONU, comme je le mentionnais tout à l'heure. Vous savez, je ne crois pas qu'un Y, qu'un X, qu'un Gen, qu'un clic se lève le matin en disant « Bon, aujourd'hui, je vais aller travailler et puis je vais fondamentalement foutre le bordel et puis je vais m'assurer de ne pas avoir une bonne journée. » Moi, je crois en l'être humain et je ne pense pas que les gens ont ces caractéristiques-là innées lorsqu'ils veulent faire partie d'une équipe et faire avancer les choses. Donc, c'est aussi à nous, en tant que leader, et je n'utilise pas le terme gestionnaire ici, d'aller vraiment chercher ça chez les gens pour les valoriser. Et là, le 16 heures va peut-être devenir du 24 heures. Et la passion va peut-être décoller et puis on va transformer une job en une carrière. Ça, c'est intéressant. Donc, transformer une job en une carrière. Donc,
Une autre question maintenant sur un autre front, les nouvelles technologies. Ben, évidemment, tout ça est relié parce que c'est un effet générationnel aussi, mais on va plutôt focuser sur donc les différentes technologies. Bon, il y a évidemment le phénomène d'hyperconnectivité. Tout le monde aujourd'hui est connecté. Bon, tout le monde veut tout de suite, etc. Et un peu partout. Donc, il y a aussi tout le développement, que ce soit pour les applications et tout ça, avec les API et avec le partage qu'on voit un peu dans d'autres industries comme l'industrie des services financiers ou autres, avec des applications qui se greffent donc à des bases de données des entreprises. Et il y a toute la question aussi de la réalité virtuelle. Là, je vous bombarde de plein de technologies. Vous pouvez choisir l'une que vous voulez ou plusieurs. Donc, toute la question, évidemment, aussi de la métaverse, de la réalité augmentée, puis de l'automatisation, voire la robotisation. Là, on parle évidemment de l'intelligence artificielle qui est au cœur aussi de tout ça. Et avec tous les robots conversationnels ou autres, mais là on va vers peut-être une ère un peu plus mouvementée. Donc qu'est-ce que vous attendez de ça? Qu'est-ce que vous voyez venir par rapport à votre industrie, si ce n'est pas déjà le cas? Moi, je suis très excité par rapport à ça. Vous savez, je trouve qu'on vit dans une période extraordinaire avec ces technologies. Bon, évidemment, vous avez lu les médias hier, vous avez tous entendu parler d'une pause par rapport à the learning machine, à l'intelligence artificielle, et qu'est-ce qui se passe présentement à ce niveau-là, avec ChatGPT 4 en passant. C'est pour moi inévitable. Donc, cette évolution ici, on fait quoi? On y résiste ou on l'embrasse? Bon, évidemment, il y a énormément de problèmes éthiques qui vont être soulevés avec ça, mais ce sera pour une autre conversation. Ce qui est intéressant pour nous à court terme, c'est que particulièrement en AI, ça nous aide beaucoup à définir, par exemple, les préférences des voyageurs. La prédiction des flux migratoires, donc des voyageurs, où est-ce que les gens vont, etc., etc. Et puis ça, donc, ce sont des aides, ce sont des outils d'aide à la décision qui continuent d'être de plus en plus présents, de plus en plus forts. Mais vous savez, ce qui m'excite le plus avec les technologies présentement, c'est la réalité augmentée. Parce que, vous savez, fondamentalement, dans notre industrie, et ça, c'est quelque chose de portable aussi. Donc, je vous parle de luxe. Je suis un hôtelier, j'ai travaillé beaucoup de ma carrière dans des hôtels très luxueux. Et puis, il y a des choses qui ne trompent pas. Lorsque vous entrez dans un hôtel, est-ce que c'est attrayant? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est à l'ordre? Est-ce que la lumière vous aveugle ou c'est invitant? Et ça vous a donné vraiment cette impression de vous accueillir. Est-ce que ça sent bon ou ça sent mauvais? Hein? Alors, vous voyez, ce que je décris présentement, c'est ce que j'appelle l'expérience sensorielle. Et ça, c'est hyper important que vous compreniez tous ça dans vos business respectives. C'est hyper important. Parce que lorsqu'on arrive à activer avec succès cette satisfaction des sens, le taux de rétention de la clientèle, le taux de rétention des employés, etc., c'est du gagné. Et ce qui est intéressant avec la réalité augmentée présentement, ce qu'on voit, et ceux qui vont avoir du succès, parce que là, on s'entend qu'il est possible présentement d'aller en conférence en restant assis dans votre chaise ici, en vous mettant ces appareils, ces masques et tout. Vous êtes à San Diego, là, en pleine conférence avec 12 000 participants. Et là, il n'y a plus de mur, là. Ça pourrait être 16 000, ça pourrait être 100 000 participants, vous comprenez? Personne n'a pris l'avion. Il n'y a pas de pollution qui en découle. La liste est longue, là. Mais ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont être capables de faire cette passerelle qui va pouvoir connecter l'expérience sensorielle avec la technologie. Et ça m'excite et ça m'effraie aussi parce que la nature de notre business, ce sont les relations humaines. Alors, on était tannés là, que les gens se cachent derrière des forêts de plexiglas. On avait hâte de les revoir puis de se donner des hugs. Hein? Et puis, vous voyez, donc, il y a un parallèle très excitant ici, mais qui ouvre vraiment une dimension phénoménale. Merci, mais j'ai une question par rapport à cela, parce que tout le monde en parle. J'ai l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, on attend que les choses arrivent par elles-mêmes. C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'il y a des choses que vous, disons par exemple, vous avez fait pour anticiper ce genre de situation, de contexte, avec des expériences que vous anticipez?
pas que les autres attendent peut-être une autre chaîne hôtelière pour le faire. Est-ce que ça se fait déjà? Est-ce qu'il y a des hôtels qui ont embarqué dans ça ou est-ce que c'est encore dans des scénarios lointains qu'on est en train de voir venir et on ne fait pas grand-chose? Là, on rêve, mais on ne fait pas grand-chose. Est-ce que finalement, ça va être quelque chose qui va être dans la vraie vie là, bientôt ou est-ce que ça va rester toujours encore des scénarios lointains? Bon, écoutez, je pense qu'on ne parle pas de court terme ici par rapport à ça, d'accord? Dans l'industrie hôtelière, si vous voulez, en termes d'application directe dans les hôtels, il y en a très peu présentement. Il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place. Par exemple, bon, écoutez, on a des processus assez linéaires, comme par exemple au niveau de l'entretien ménager, au niveau du housekeeping dans un hôtel. J'ai eu combien de chambres occupées hier? Donc, voilà, on a tant de crédits par chambre, j'ai besoin de tant d'employés parce que les employés font tant de crédits quand ils travaillent, etc. C'est fini, cela, là. Les horaires, là, ça sort automatiquement maintenant. Là. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors ça, c'est un exemple, mais c'est loin d'être parfait et je dois avoir quelqu'un qui repasse par-dessus. D'accord? Donc, où est-ce qu'on voit les applications immédiates présentement? C'est avec les grands groupes de distribution. Expedia, hein? Avec Trip.com, avec vraiment là, les autres moteurs comme ça, là, le Hotel.com, etc. Eux, ils utilisent énormément d'algorithmes afin d'être capables justement de cibler les gens. Puis là, bien évidemment, n'oubliez pas que si vous avez une expérience qui est gratuite, c'est parce que vous êtes le produit. Et donc, conséquemment, ben, c'est comme ça que ChatGPT existe et que Google, Bing, etc. Continuent d'avoir tellement de matériel donc pour que l'intelligence artificielle se développe. Donc, on voit beaucoup de ces grands fournisseurs, si vous voulez, là, si je peux utiliser le mot, donc au niveau de la distribution, qui ont déjà des applications importantes avec le AI. D'accord. Donc, des joueurs comme les plateformes, Expedia, etc., vous les considérez comme des concurrents, comme des clients, comme des fournisseurs, comme des intermédiaires ils ont plusieurs chapeaux. Comment vous vivez avec ça? Ça fait longtemps, là. C'est peut-être une question un peu, de ma part, peut-être un peu, je dirais, un peu stupide, mais c'est qu'on ne comprend pas toujours le rôle, parce que parfois, c'est comme des fournisseurs, parfois, c'est des clients, des concurrents. Ils sont tout ça, ou comment vous les percevez? Comment vous composez avec? Aujourd'hui, 100% partenaires. D'accord? Alors, et puis ça me fait bien sourire parce que il y a 25 ans, hein, les plateformes sortaient et tout, etc. Puis là, donc les gens allaient, ils aimaient avoir la flexibilité de ne pas aller voir une agence de voyage ou bien, etc. pour leur billet d'avion, pour leur séjour d'hôtel, etc. Là, soudainement, là, c'était vraiment le pouvoir qui était au consommateur. Mais nous, à l'hôtel, moi, si j'avais une réservation d'Expedia qui arrivait, ils me chargeaient une commission de 17 % sur le tarif. Alors là, les chaînes hôtelières se sont dit « à la guerre! On va créer nos propres moteurs, on va créer tout ça, etc. » Bonne chance. Puis moi, je riais à 25 ans. Et puis, bon, effectivement, ce qui s'est produit, c'est que les partenariats sont ajustés. Et puis, au lieu d'être du 17 % c'est des 8 % parce que profit, ils ont le droit de faire du profit aussi. Mais donc, il y a eu un équilibre au niveau de ce partenariat. Mais c'est souvent comme ça avec les innovations, où est-ce que les gens résistent énormément aux armes. Et puis, ensuite de ça, écoutez, Expedia, si je prends Expedia, ils ont des milliers, des centaines de milliers de dollars en recherche. On vient de parler des AI présentement. Ils ont des données marketing. Ils peuvent faire des prévisions. Ils peuvent te dire qu'à ce moment-là, au niveau de ton revenue management, ton tarif est trop bas. Ils ont des leviers exceptionnels. Ça, c'est une puissance. C'est une machine, vous voyez. Et puis, est-ce qu'on a les moyens de faire ça dans un hôtel ou dans une chaîne hôtelière? Non. Intercontinental, présentement, c'est la chaîne hôtelière de luxe qui a le plus d'hôtels dans le monde. On a plus de 200 hôtels. Alors, si vous prenez, par contre, un Shangri-La, qui a 100 hôtels dans le monde, mais ils n'ont pas les budgets là, pour faire ça. Alors, c'est pas possible. D'accord. Donc, alors, c'est des partenaires. On va enseigner ça dorénavant, donc, parce que parfois, on est un peu perdu. On ne sait pas où les placer, mais là, c'est clair. Donc, merci.
Peut-être une question aussi par rapport à Airbnb, tiens, c'est un substitut, c'est comment, est-ce qu'il y a un effet d'abord, est-ce qu'il y a un effet concurrentiel que vous avez senti, que vous sentez par rapport, si je prends le marché ici ou disons ailleurs, mais c'est à vous de voir, mais disons à Montréal, comment ça se passe? Vous savez, je respire ici parce que s'est produit une tragédie dans le Vieux-Port de Montréal. Et la cause était vraiment reliée à un opérateur illégal. D'accord? Alors, et encore une fois, dans le sharing economy, moi, je pense que c'est très important de pouvoir regarder à une compagnie comme Airbnb qui ne possède aucun hôtel, mais qui ont plus de chambres au monde. Hein? Puis vous savez tous, Uber, ils n'ont pas une voiture, mais c'est eux qui ont le plus de clients, qui déplacent le plus de clients en taxi au monde. Alors ça, c'est vraiment fascinant, le pouvoir de l'économie de partage. Et donc, Airbnb, il y a des législations qui sont mises en place et ça fonctionne très bien. Et moi, vraiment, je les applaudis. Vous voyez? Parce que je crois, encore une fois, j'étais avec Marriott pendant plusieurs années également. Marriott, qui a la plus grande chaîne hôtelière depuis qu'ils ont fait l'acquisition du groupe Starwood. Et avec plus de 7300 hôtels présentement, quand même. Alors, c'est quelque chose en termes de masse critique. Et puis, avec Marriott, on avait débattu à un moment un concept où est-ce que Marriott pouvait compétitionner avec Airbnb. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? C'est d'être capable... Imaginez-vous au coin de la rue X et la rue Y, ici en plein centre-ville de Chicago, par exemple. Vous êtes entouré de gratte-ciel et tout, et ce n'est que du résidentiel. Mais vous, en tant qu'opérateur, vous avez on va utiliser Marriott comme bannière ici, là, ou on va utiliser Apple. Tiens, on va dire qu'Apple se lance dans les hôtels. Oh! Et puis, voilà. Donc, ils vont ouvrir un hôtel Apple. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont communiquer avec les gens qui sont propriétaires des penthouses. Vous voyez? Dans les gratte-ciel, ici et là. Et puis, on loue quelque chose à la rue ici. Et ça, c'est le lobby de l'hôtel. Alors, j'ai un employé qui est là. Grâce à la technologie, les gens savent qu'ils peuvent venir chercher leurs clés ou être accompagnés dépendamment de... Mais là, si on parle d'expérience luxueuse, d'accord. Alors, ils arrivent avec leur valise, le concierge, le valet, va les accompagner dans leur penthouse, et voilà. Ça ne me coûte rien. Le propriétaire fait des sous. Moi, j'ai ma commission, etc. Donc, il aurait été possible d'imaginer un produit concurrentiel à Airbnb. Mais vous savez, l'échange de maisons, etc., c'est un produit vieux comme le monde. Là. Moi, en grandissant, on habitait en Europe, et puis mon père, il échangeait la maison de Paris avec des amis à Barcelone, voiture et maison, pendant 3 semaines. Donc, c'est une vieille formule, mais là, qu'elle ait été commercialisée de cette manière-là, c'est admirable. Le problème est avec les opérateurs illégaux. Et ça, c'est criminel. Donc, Airbnb, c'est un autre groupe hôtelier, tout simplement. Et encore une fois, moi, j'applaudis ce qu'ils ont réussi à faire. Ben, merci. Merci de la précision. Et je crois que c'est intéressant ici d'apprendre que les hôtels pourraient finalement avoir une réponse, mais ils ne l'ont pas fait. Bon, ça, c'est une autre question. On répondra peut-être une autre fois. Mais je partirai sur un dernier point ou un dernier phénomène, mon dernier enjeu, je dirais, un peu l'incertitude, la complexité. Bon, on est dedans. Bon, actuellement, avec tout ce qui se passe, que ce soit les nouvelles technologies, que ce soit l'économie, que ce soit la géopolitique, etc., deux concepts, je dirais, qui sont très à la mode aujourd'hui, dont tout le monde parle, mais on ne sait pas trop c'est quoi et comment ça devrait se manifester concrètement. Alors, l'agilité et la résilience, donc 2 mots qu'on dit sont des buzzwords aujourd'hui, qu'on utilise un peu partout. Ils sont bien ancrés dans certaines disciplines comme la technologie, etc. Mais au niveau organisationnel, au niveau stratégique, on ne sait pas encore qu'est-ce que cela veut dire et comment concrètement cela en fait se traduit au niveau opérationnel, organisationnel, financier, etc. Comment vous voyez ça, l'agilité? On va commencer par, disons, l'agilité. Écoutez, je pense qu'en fait, il y a 2 choses très importantes pour globalement répondre à votre question. Et selon moi, le premier facteur, c'est d'arriver à créer
un alignement stratégique au sein de l'entreprise. D'accord? Et puis, donc, on parlait de valeur plutôt, on parlait de direction, on parlait de bien avoir une certaine transparence avec les employés et d'avancer dans la bonne direction. Et puis, cet alignement stratégique est hyper important. Si, allez, pour vous donner un exemple très pratique, si moi, en tant que directeur général, je vais voir mon équipe au restaurant, puis je leur dis, écoutez, vous devez pousser sur les ventes de vin ici, et on a un petit plan de boni qui va ressembler à ceci et cela, et puis donc l'objectif, c'est d'être capable d'augmenter les ventes par 10 %. Alors voilà, donc je dois donc m'assurer qu'eux peuvent fonctionner dans cette direction-là. Ensuite, je pars pour une semaine à Toronto en affaires et quand je reviens, je regarde les chiffres, il n'y a rien qui marche, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça ne marche pas. Ah ben non, le directeur des finances a dit que le beverage cost était trop élevé, donc on n'achète pas de vin présentement. Alors, vous voyez, là, c'est du n'importe quoi. Mais ça, ce ne sont pas des fables, ce sont des exemples réels. Donc, numéro 1, pour moi, l'alignement stratégique au point de vue de la culture et de s'assurer que les gens comprennent où est-ce qu'on s'en va. Et moi, il y a quelque chose, je vais ouvrir une parenthèse, il y a quelque chose que j'aime vraiment pas entendre et parfois les gens disent « on ne peut jamais trop communiquer ». Mais ça, c'est du n'importe quoi. Alors, ce qui est important, c'est la communication stratégique. Alors, c'est moi ça ici. Vous voyez, ça, c'est ma capacité ici. Moi, je suis le petit verre d'eau qui est là. D'accord? Et vous m'arrivez avec 1 gallon d'informations que vous me videz par-dessus comme ça. Alors, il y en a partout. Vous ne savez pas ce qui est dans le verre, mais vous avez fait votre job. Vous avez vraiment donné toute l'information. Vous me comprenez? Il reste quoi dans le verre? Vous ne le savez pas. Ce n'est pas une communication stratégique, c'est du n'importe quoi. Alors, ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas toujours trop communiquer. Puis ça, j'aimerais ça que ça colle chez vous, s'il vous plaît. La deuxième chose que j'aimerais mentionner, Kamal, c'est, et qui est pour moi une des clés du succès par rapport à ça, quand on parle d'innovation, quand on parle de se démarquer, etc., c'est la discipline d'exécution. La discipline d'exécution avec les équipes. Et ça, c'est hyper important. Et puis, il faut s'assurer qu'on ait en place des outils de navigation qui nous permettent justement de supporter les équipes vers les résultats escomptés. Alors, 2 choses, encore une fois, la discipline d'exécution et l'alignement stratégique. Et la communication. Et la communication. Tout ça à la base, une culture forte. Voilà. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Alors maintenant, la résilience, bon, c'est un autre phénomène. Mais la résilience, c'est la capacité de se relever lorsque les choses se passent mal. Donc, comment vous voyez ça? Vous vous souvenez tous où vous étiez le 9 septembre 2001, hein? Moi, j'étais à Victoria. J'étais à Victoria, donc sur l'île de Vancouver. J'ai commencé à travailler là-bas le 4 septembre et puis j'étais le DG en charge de faire la transition de ce magnifique hôtel qui s'appelait The Ocean Point pour devenir le Delta Victoria. La propriété pour la chaîne Delta la plus à l'ouest, c'était là, il y avait du marbre, des fenêtres, du plafond. C'est magnifique, cette propriété. Et elle est encore magnifique. Mais je vous mentionne ça parce que, bon, on a vécu ça, c'était la fin du monde, quoi. Hein? Il n'y avait rien. Oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais? Bon, alors l'impact émotif que ça a eu sur les gens était très, très fort, évidemment. Et puis ensuite de ça, ben, si on continue d'avancer un peu plus loin, ben, c'était quoi? Ben, c'était les grandes crises économiques. Hein? Écoute, là, on en a vécu plusieurs cycles, etc. Puis à chaque fois, bon, allez, mise à pied, machin, etc. Et puis l'histoire se répète, puis il semble qu'on n'apprend pas. Donc, en termes de résilience, pour moi, je vois le futur de façon très, très optimiste. Je pense que l'expérience qu'on a vécue avec la pandémie et tout ça, ça a été... encore une fois, je dois vraiment admettre que j'ai vraiment découvert que ça a été bien plus difficile que je le croyais. Ici au Québec en particulier, qui, si j'ai bien compris, a été la province la plus confinée, parce que c'était... Bon, écoutez, là, il y avait quand même les bonnes convictions derrière tout ça, c'était les bonnes choses à faire. Mais je pense que l'impact chez les gens était très, très dur. Principalement au point de vue santé mentale. Et puis ça, c'est une autre chose dans vos stratégies qu'il ne faut vraiment pas négliger également là, présentement. On parlait de temps tout à l'heure, mais c'est important de donner du temps parce que le temps peut vraiment faire du bien aux gens et leur permettre de se refaire une santé mentale. Alors, écoutez, présentement,
encore une fois, on voit des observations qui sont à court terme, à moyen terme, etc. Mais pour moi, très optimiste. Le futur est prometteur. Encore une fois, le marché du luxe continue d'être très, très fort. Une petite statistique comme ça en passant. Le nom m'échappe, excusez-moi. Travelocity a dernièrement publié une étude très importante sur aussi le tourisme vert. Hein? Bon, on pourrait appeler ça de toutes sortes de manières ici, là, mais d'être capable de voyager. Et les gens dans le segment luxe présentement qui tentent peut-être avoir les poches plus profondes ou avoir des ressources ou vouloir acheter des expériences vraiment différentes, à 72%, ces gens-là vont privilégier de séjourner dans un hôtel où il y a des mesures vraiment de sustainability, là, où il y a vraiment des pratiques environnementales qui sont très, très fortes. Ça, c'est immense là, comme statistique. C'est immense, d'accord? Alors, vous avez ouvert en parlant du prix Biosphère tout à l'heure. On est très, très fiers de notre certification. J'allais terminer avec cette question-là, justement. Donc, vous anticipez, c'est très bien. Oui, et puis, écoutez, bon, on s'en va dans la bonne direction par rapport à ça. Ah, voilà, donc je crois qu'on va clôturer. Alors, merci beaucoup. Merci, Monsieur Martin Leclerc.